Donc, bonjour à tous. Je vais bientôt commencer cette formation. Merci de participer. Mon nom est Mirka et je suis adjointe aux affaires publiques à la CFA et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Il me fait plaisir d'accueillir notre présentateur pour aujourd'hui. Il s'agit de Jean-Jacques Mitakaro. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Mika. Quelques mots sur Jean-Jacques. Il a plus de 15 ans d'expérience professionnelle et entrepreneuriale internationale. C'est ce qui lui a permis de développer un large éventail de connaissances et des relations professionnelles utiles pour aider ses clients à réussir. Depuis 2008, Jean-Jacques est conseiller en création d'entreprises à Business Link. Il est spécialisé en création d'entreprises à profit, d'organismes à but non lucratif et d'entreprises sociales. Il a été récompensé de diverses distinctions pour son engagement ferme dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des relations entre les peuples du monde. Il a reçu entre autres la distinction Paul Harris Fellow qui lui a été décernée par la fondation du Rotary International en 2016, en reconnaissance de l'assistance tangible et significative accordée pour favoriser une meilleure compréhension des relations amicales entre les peuples du monde. Il est aussi lauréat de distinction de African Canadian Community Award de 2015, qui est décerné par la Diversity Magazine pour sa contribution exceptionnelle en matière de services communautaires. Donc, Jean-Jacques, je te passe la parole. Merci beaucoup, Mika. Merci à tout le monde d'assister à ce webinaire sur la mesure de la performance, qui est une nécessité et obligation pour les organismes sans but lucratif. Comme je vais le dire probablement à partir de vos interventions que je souhaite nombreuses, on ne peut pas gérer ce qu'on n'est pas capable de mesurer. C'est extrêmement important de pouvoir mesurer la performance. Aujourd'hui, je vais insister sur la nécessité et l'obligation des organismes sans but lucratif de mesurer la performance, tout en imaginant que probablement ça ne sera pas la dernière fois. Il y aura probablement une autre fois pour pouvoir discuter du développement des indicateurs de performance, qui est l'étape la plus importante. Alors, évidemment, avant de commencer, on va parler de définition. Certainement, j'imagine que vous voyez en fait le PowerPoint ici. Les organismes sans but lucratif sont divers, mais ils sont divers, mais chaque organisme est unique, de par sa raison d'être et sa mission. Ici, sur cette photo, vous allez voir qu'il y en a qui œuvrent dans la santé, dans l'art, dans le loisir, etc. Donc, ils sont divers. Alors, je vais vous poser une question. Et en attendant, je vais vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'arrêter. Je suis entrepreneur et puis j'ai aussi, disons, une expérience d'enseignant. Si vous me laissez parler, je peux parler toute la journée. Alors, il faut m'arrêter, il faut poser des questions. Je suis ici pour vous. Alors, je vais poser la première question. Qu'est-ce qu'un organisme sans but lucratif? Et puis, allez-y aussi avec la deuxième question. Quelles sont les différences entre un organisme sans but lucratif et une entreprise à profit? C'est vraiment important de comprendre la différence pour pouvoir mesurer la performance. C'est extrêmement important de comprendre ce qu'est un organisme sans but lucratif, ce qu'est une entreprise à profit et quelles sont les différences. Parce que les indicateurs qu'on va utiliser, de performance qu'on va utiliser pour les organismes sans but lucratif et les entreprises à profit sont différents. Étant donné que pour les entreprises à profit, c'est relativement facile. Il suffit juste d'utiliser les indicateurs financiers. Mais pour les organismes sans but lucratif, c'est assez différent, comme on va le voir. Alors, en fait, ça sera peut-être une autre discussion. Je vais vous dire que je suis assez en désaccord par rapport à la nomenclature des organismes à but non lucratif. Je vais dire que je suis beaucoup plus tenté de parler d'entreprises à profit ou même d'entreprises sociales plutôt que d'organismes sans but lucratif. Alors, il n'y a pas de définition unique. La seule définition, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'entreprise à profit, c'est une propriété privée qui est en fait une propriété d'un individu ou alors des partenaires ou alors des actionnaires. Et par conséquent, la mission est la maximisation des profits. Et ces profits-là, c'est la raison d'être de l'entreprise. Et par conséquent, les actionnaires, l'entrepreneur individuel, les partenaires ou les actionnaires, ils sont rémunérés par le profit qu'ils partagent entre eux.
Mais pour l'organisme sans but lucratif, c'est différent. C'est un organisme qui existe pour une raison déterminée, qui se trouve être la mission sociale de l'entreprise. Et par conséquent, les organismes sans lucratif œuvrent pour la communauté, pour la collectivité. C'est pour ça qu'un organisme sans but lucratif n'est pas en fait une propriété individuelle. Personne n'est propriété d'un organisme sans but lucratif. C'est une propriété de la collectivité. Même si vous êtes fondateur de l'organisme, ça ne vous fait pas le propriétaire. C'est pour ça que les organismes sans but lucratif, comme je le disais, je suis assez en désaccord par rapport au nom qu'on leur a attribué, parce que les organismes sans but lucratif peuvent faire des profits. Mais ce qui les distingue des entreprises à profit, c'est que le profit doit être dépensé pour avancer la raison d'être, qui se trouve être la mission, alors que pour l'entreprise, le profit peut être distribué entre les propriétaires ou les actionnaires. Alors ici, j'ai pris une définition qui a été développée par, je ne sais même pas lire son nom, Hisham en 1997 et Recart en 1993. Ils définissent en fait un organisme sans lucratif par le lien qui existe entre en fait les bénévoles, en fait les collectivités aussi, en disant que ce sont des organisations qui ne peuvent pas distribuer des dividendes aux participants et qui recourent au bénévolat, ne serait-ce qu'au niveau du conseil d'administration. Comme vous le voyez, ils définissent l'organisme sans lucratif par les liens, disons, par rapport à l'emploi des bénévoles et aussi au fait qu'ils ne peuvent pas distribuer des dividendes aux membres ou au conseil d'administration. C'est tout ce que je disais tout à l'heure. Alors, avant d'entamer le sujet du jour, je vais vous parler en fait des différentes formes juridiques quand vous voulez commencer à démarrer quelque chose pour faire du bien. Quand les gens viennent me voir pour me dire qu'ils veulent démarrer un organisme sans but lucratif, la première question que je leur pose, c'est pourquoi? Alors, le plus souvent, et c'est d'ailleurs le plus souvent, la majorité des fois, les gens disent, je vais faire du bien, je vais avancer une cause. Alors, je leur dis, est-ce que commencer un organisme sans but lucratif est le seul moyen? C'est-à-dire, oui, absolument, non, c'est pas vrai. Parce que si vous voulez vraiment faire du bien dans la communauté, il faut commencer une entreprise à profit. Pourquoi? Parce que l'entreprise à profit, d'abord, vous avez le contrôle, et puis vous allez avoir des bénéfices, des dividendes qui vous appartiennent. Et à partir de ces profits-là, vous avez la latitude de dépenser ces profits comme vous voulez, et vous pouvez avancer une cause de votre choix. Vous pouvez créer un organisme sans but lucratif et le financer vous-même. Et je vais le dire tout à l'heure, c'est extrêmement important parce que les organismes sans but lucratif, ils dépendent énormément des financements externes et par conséquent, ils n'ont pas les mains libres pour faire ce qu'ils veulent. Des fois, on va vous imposer ce qu'il faut faire, même si ça ne correspond pas exactement aux besoins réels de vos bénéficiaires. Alors, il y a les entreprises à profit, il y a les organismes sans but lucratif, mais il y a aussi des coopératives. Comme je l'ai dit, l'entreprise à profit, c'est une propriété individuelle et par conséquent, la mission première, c'est de produire des profits, de générer des profits pour les propriétaires, alors que l'organisme sans but lucratif existe pour avancer une cause sociale, pour avancer une cause sociale, disons, renforcer la communauté. Les coopératives, c'est un peu différent parce que ça peut être à profit, mais par conséquent, la différence entre les organismes sans but lucratif et les coopératives, c'est que les coopératives, ça peut être à profit, mais le problème, c'est que les membres ont la même voix, indépendamment de leur mise. Alors, si vous avez une coopérative et que vous avez, par exemple, 100 membres, et un des membres a investi 10 millions et l'autre a investi $100, donc, au niveau du vote, c'est exactement le même nombre de votes, il n'y a pas de différence. Le problème, c'est qu'il y a des conflits énormes. Donc, la capacité de pouvoir s'entendre, ça va faire que la coopérative réussisse ou pas. Alors, je vais... alors, la performance, c'est toujours, on est au niveau de la définition, c'est un processus adopté par les organismes sans but lucratif
qui développent des indicateurs de performance. Quand on parle de performance, il faut avoir des choses tangibles qui vous permettent de mesurer cette performance. C'est ce qu'on appelle des indicateurs de performance et c'est vraiment important de comprendre disons, ces indicateurs. Ça rend compte de cette performance et voit quel changement l'organisme doit mettre en œuvre pour améliorer la performance globale. Comme je l'ai dit tout au début, si vous n'êtes pas à mesure de mesurer, vous n'êtes pas capable de gérer. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas améliorer et par conséquent, vous ne pouvez pas réussir. Alors, la performance, comme vous le voyez, c'est une mesure que j'ai mis ici pour pouvoir mesurer la performance. Et j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples qui prouvent que la mesure de la performance est incontournable dans la vie quotidienne? Ici, on ne parle pas d'entreprise ou d'organisme sans but lucratif, on parle de la vie de tous les jours et de la vie professionnelle. Est-ce que quelqu'un peut me donner des exemples? Je sais que dans votre vie de tous les jours, vous mesurez la performance. On ne peut pas se passer de la mesure de la performance, absolument pas. Aussi bien dans la vie de tous les jours, individuelle que professionnelle, c'est toutes les décisions qu'on prend. Ça comprend essentiellement de la mesure et puis il y a de la performance dedans. Les résultats, ça c'est de la performance déjà, parce qu'on va les mesurer. Ouais. Quand on fait l'analyse budgétaire familiale et qu'on se demande si oui ou non nous avons bien géré notre budget. Là, ça c'est un excellent exemple qui va vous permettre non seulement de faire la mesure, mais aussi de mesurer la performance. Et là, c'est vraiment l'un des exemples que j'avais. Par exemple, vous savez, à la fin de l'année, beaucoup de familles canadiennes, en fait, ils font une résolution de se désendetter. Mais à la fin de l'année, on s'endette davantage. Alors, si vous parvenez, de toute manière, vous mesurez le budget, etc., individuel, familial, et si vous parvenez à vous désendetter, c'est une performance exceptionnelle. Donc, ça, c'est un excellent exemple. Les enfants qui travaillent pour avoir de bonnes notes à l'école, pour réussir dans la vie, donc les examens, j'imagine? Certainement. Oui. Certainement. Il y a toujours, on peut prendre des exemples même plus faciles. Le fait d'aller au travail puis de commencer à temps, donc c'est une mesure. Et puis de pouvoir prendre des pauses réglementaires, de pouvoir fermer votre ordinateur, rentrer à la maison, etc. Il y a toujours des décisions, des mesures de la performance. C'est incontournable dans la vie quotidienne et puis de tous les jours et puis la vie professionnelle. Merci beaucoup de votre participation. Alors, mesurer la performance, c'est pas pour contrôler, mais beaucoup plus pour améliorer. Alors, comme le titre l'indique, la mesure de la performance, c'est une nécessité pour les organismes sans but lucratif. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est une nécessité? Rappelez-vous, le titre, c'est mesurer la performance, une nécessité et puis une obligation. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment mesurer la performance est une nécessité pour les organismes sans but lucratif? Alors, comme je l'ai dit au début, si vous n'êtes pas, disons, capable de mesurer, vous ne serez certainement pas capable de gérer. Alors ça montre la nécessité, parce que de toute façon, si vous êtes... on a démontré nos succès aux bailleurs de fonds, établir de nouveaux projets. Et on a justement en mesurant la performance, on voit si on a atteint les objectifs visés initialement, lequel était aligné avec les indicateurs de rendement. Certainement. On va en parler des indicateurs de rendement. Merci. Si l'organisation ne réussit pas à faire des bénéfices, elle ne pourra pas continuer à exister. Oui, certainement. Et comment est-ce que la personne qui a répondu, comment est-ce qu'en fait la nécessité de la mesure de la performance va vous permettre d'atteindre les bénéfices? Parce que vous savez, les bénéfices, vous pouvez les atteindre sans nécessairement avoir une mesure, mais quelque part, moi je dis toujours les gens, si vous ne planifiez pas, si vous ne mesurez pas, vous pouvez certainement conduire d'ici à Calgary sans savoir où vous allez. La chance que vous finirez par y arriver, mais ça pourrait vous prendre plusieurs jours au lieu de quelques heures.
Parce que le bénéfice, en fait, c'est en aval, ça vient après, à la fin du processus. Et comment est-ce que la mesure de la performance va vous aider à arriver au bénéfice? La personne dit qu'on n'a pas des indicateurs de rendement, on risque de dépenser plus que prévu, donc on fait moins de bénéfices. Par exemple, c'est un exemple. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas capable, si on n'est pas capable de mesurer, il est fort possible qu'on ne soit pas capable de bien gérer. Alors, en établissant, c'est une nécessité parce que ça permet à la direction d'établir un lien entre la stratégie et la performance. Alors, la stratégie, ça va vous permettre nécessairement de mettre en place ces indicateurs de performance et puis de pouvoir mesurer, déterminer si vous avez atteint vos objectifs ou pas. Et donc, la performance, ça peut certainement être positive, ça peut être négative. L'essentiel est que les indicateurs de performance, comme on va le dire tout à l'heure, c'est un processus itératif. Ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui doit être revu chaque année lors de la session stratégique. Donc, établir le lien entre la stratégie et la performance, si la direction n'est pas capable d'établir ce lien, elle ne sera pas capable d'optimiser l'efficacité des programmes. Donc, ça permet de prendre des décisions réfléchies et informées, d'évaluer le rendement, ajuster et améliorer aux besoins, d'atteindre les objectifs stratégiques et de répondre aux attentes diverses et divergentes des intervenants. Et ça, c'est extrêmement important pour les organismes syndicalistes, comme on va le voir bientôt. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus itératif, ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qu'on va revoir et puis de pouvoir, disons, changer ou améliorer disons, au début de chaque année lors de la session stratégique. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Alors, c'est une nécessité nécessairement de mesurer la performance, comme je l'ai dit, établir le lien entre la stratégie et en fait la stratégie et le rendement de l'organisme administratif, mais c'est aussi une obligation surtout pour les organismes administratifs. Pourquoi? Alors, une nécessité, ça signifie que personne ne vous oblige à le faire. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais quand ça devient une obligation, alors vous n'avez plus le choix. Pourquoi est-ce que c'est une obligation? Parce qu'on doit s'assurer que nos objectifs sont ou non atteints. Ouais. Ça, c'est encore une nécessité, mais là où ça devient une obligation pour les organismes sans but lucratif, c'est que tous les organismes sans but lucratif ont une responsabilité fiduciaire envers les intervenants qui ont par ailleurs des attentes très divergentes. Comme je l'ai dit, les ONG ou les organismes arbitratifs ont des intervenants variés, les gouvernements, les bailleurs de fonds privés, les fondations et les donateurs individuels, y compris les bénévoles qui donnent leur temps. Et tous ces intervenants ont des attentes diverses, mais aussi en fait divergentes. Lorsque le gouvernement vous donne de l'argent, je l'ai dit tout à l'heure, ça serait peut-être une autre discussion, la raison pour laquelle je sais que c'est une option d'avoir très importante et très intéressante, d'avoir la capacité d'avoir des subventions auprès du gouvernement, mais moi j'insiste sur la capacité de générer ses propres revenus pour pouvoir financer ces programmes, parce que ça vous donne de l'indépendance. Alors, les organismes lucratifs, en dépendant de plusieurs intervenants, qui des fois vous donnent des fonds, des subventions et vous obligent à faire ce qu'ils veulent. Au niveau de politique, par exemple, le gouvernement peut vous donner de l'argent et puis lier cette subvention à des réalisations politiques. Parce qu'à la fin, ça dépend de leur volonté d'être réélus, mais ça ne correspond pas toujours aux besoins réels de vos bénéficiaires. Donc, au même moment, vous avez des fondations ou même des donateurs privés qui vous donnent des dons et qui ont des attentes. Par exemple, on va vous dire, nous, on va vous donner de l'argent à condition que vous dépensiez maximum 10% sur vos frais administratifs. Mais en même temps, je l'ai dit, je suis assez en désaccord par rapport à l'appellation de non-profit ou organisme administratif. Et pourquoi? Parce que c'est comme les entreprises. Si vous voulez de la qualité, il faut absolument payer. Vous allez avoir des bénévoles, mais les bénévoles font ce qu'ils peuvent,
Mais si vous voulez un avocat, si vous voulez quelqu'un qui fait des médias sociaux, qui est expert, il faut absolument payer. Si vous voulez lever des fonds à un grand montant, il faut absolument payer de l'argent. Et à ce moment-là, c'est pas évident que vous allez respecter ces quotas. Alors, pour moi, je dirais beaucoup plus que si j'étais à la place de ces gens qui donnent, je donnerais la latitude à la direction des organismes administratifs de pouvoir dépenser à condition que les dépenses soient inférieures en fait aux revenus. Parce que ça devient comme une entreprise. Peu importe ce que vous dépensez, l'essentiel est que vous soyez à mesure de générer des profits et de pouvoir en fait financer la mission à la fin. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Alors, comme je l'ai dit, là, il y a une dépendance au financement externe du gouvernement, des fondations, organismes privés, donateurs individus. Et il y a aussi une dépendance aux bénévoles. Et comme vous le savez déjà, les gens qui sont impliqués dans le leadership des organismes lucratifs, il y a une concurrence énorme au niveau du recrutement des bénévoles, au niveau disons, de chaque sou, de chaque dollar, parce qu'il y a une multitude d'organismes lucratifs et tout le monde, donc, disons, a des causes à défendre et puis il y a une concurrence énorme. Alors, trouver le bon équilibre pour allouer les ressources est souvent très limité de manière efficace et efficiente pour atteindre les objectifs tout en satisfaisant les attentes des intervenants. Ça, c'est ce qui explique en fait l'obligation des organismes sans lucratifs de mesurer la performance. Alors, on va passer en fait au développement des indicateurs de performance adéquats. Alors, c'est extrêmement important. Non seulement il faut choisir, il faut développer des indicateurs, mais il faut aussi ne pas se tromper sur les indicateurs. Je peux vous donner un exemple. Ça fait 9 ans actuellement aujourd'hui que je travaille pour Business Link. Notre rôle, c'est d'aider les gens à démarrer des entreprises. Alors, il y a certainement l'indicateur de performance le plus facile, ça sera de déterminer le nombre de clients qu'on a servis pendant toute une année. Alors, combien de gens je sers, disons, au téléphone, en personne, par courriel, médias sociaux, etc. Ça, c'est un indicateur, mais est-ce que cet indicateur-là, est-ce que ça permet vraiment de mesurer l'impact que nous avons sur nos clients? À mon avis, non. Pourquoi? Parce que c'est absolument important de pouvoir aider le plus grand nombre possible, mais à la fin, ce qui va m'intéresser, c'est de faire le suivi pour pouvoir vérifier si les gens que j'ai aidés à créer des entreprises, le taux de survie de l'entreprise. Le taux de survie va me montrer, par exemple, la capacité d'une personne, non seulement à utiliser les informations que je lui ai données pour pouvoir aller de l'avant et créer une entreprise. Ça, c'est extrêmement important. Alors, le taux de survie va me montrer, en fait, si par exemple, quelqu'un parvient à créer des revenus pendant une année, la personne aura été capable de générer des revenus et de créer au moins son propre emploi. Ça, c'est extrêmement important. Et au mieux, la personne peut créer même un emploi ou plus pour les autres. Donc, ça, c'est un impact. Donc, ça veut dire la création d'emplois, la génération de revenus, etc. Alors, je peux donner d'autres exemples. Si vous prenez par exemple l'accès à l'emploi ici dans la communauté, l'accès à l'emploi peut déterminer le nombre de gens qu'ils aident et le nombre de CV qu'ils aident les gens à élaborer. Est-ce que ça, c'est un bon indicateur, mais ce n'est pas suffisant. Si les gens que l'accès à l'emploi aident peuvent trouver un emploi en utilisant les CV, ça, c'est un très bon indicateur. Donc, le choix des indicateurs de performance est déterminant parce que ça va vous permettre de vérifier votre impact sur la communauté. Est-ce qu'il y a des commentaires? La mesure de la performance étant directement liée à la mission sociale de l'organisme lucratif, les indicateurs financiers utilisés par les entreprises à profit sont importants, mais pas du tout suffisants. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser, les organismes lucratifs ne peuvent pas utiliser toujours les indicateurs financiers? Pourquoi?
c'est extrêmement important. Quand vous avez une entreprise à profit, les indicateurs financiers, ça va vous permettre nécessairement de, en fait, les ratios et de rendement vont vous permettre, en fait, de déterminer la performance, etc. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Parce que les fonds ne sont pas garantis, une personne propose. Les fonds ne sont pas garantis. Bon, supposons qu'on vous garantisse un financement pour 5 ans. Vous êtes un organisme sans but lucratif et puis on vous demande nécessairement de mesurer la performance. Est-ce que les indicateurs financiers seulement vont vous permettre de vérifier l'impact réel de vos programmes sur la communauté ou sur les collectivités? Alors, en fait, quand vous regardez, en fait, c'est pour cette raison que j'avais commencé par différencier un organisme sans but lucratif d'une entreprise à profit. Une entreprise à profit, normalement, elle peut offrir des services ou elle peut offrir des produits. C'est vraiment souvent très tangible. Mais pour les organismes sans but lucratif, ça sera très difficile de pouvoir évaluer l'impact parce que la mission elle-même, la raison d'être de l'organisme sans but lucratif étant sociale, ça devient du coup difficile à mesurer. Vous ne pouvez pas, il y a des interventions sur lesquelles vous ne pouvez pas mettre un coût des dollars. Je peux vous donner un exemple. Vous avez par exemple, disons, une association des juristes ici, ou alors une association qui écoute les immigrants. Il y a quelqu'un qui a répondu? Michel ajoute toujours le nombre de participants, le succès, le nombre de partenariats est une preuve de succès aussi. Certainement, ça peut être des indicateurs, mais comme je l'ai dit, pour un organisme sans but lucratif, c'est pas les indicateurs de performance financière sont extrêmement importants, mais eux seuls ne suffisent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des services, il y a des interventions des organismes sans but lucratif par rapport à la mission. Souvenez-vous, tout part de la mission. La mission sociale c'est la raison d'être d'un organisme sans but lucratif et par conséquent, tout doit partir de cette mission-là. Étant donné que la mission d'une entreprise à profit est de générer des revenus et des profits, alors ça devient facilement facile à mesurer en termes financiers. Mais pour un OSPL, étant donné que la mission est sociale, de renforcer la communauté, la collectivité, c'est pas les indicateurs financiers seuls ne peuvent pas du tout mesurer l'impact sur la communauté. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de l'association des juristes. Vous avez des problèmes, vous allez les voir, ils vont certainement vous donner des conseils et puis vous allez vous en sortir. Alors, même si vous payez de l'argent, c'est pas évident de pouvoir vraiment mesurer en termes financiers ce service-là. Ou alors, vous avez quelqu'un, un psychologue, qui va aider les immigrants. Moi, j'ai été là, je sais de quelle façon on peut se sentir isolé dans un pays nouveau, dans une province nouvelle. Si quelqu'un vient et puis il vous donne des conseils, puis un psychologue vous donne des conseils, c'est impossible de mettre vraiment de la valeur réelle, disons financière réelle. C'est pour cette raison-là que des indicateurs non financiers doivent être en fait déterminés aussi en fonction, encore une fois, de la mission, comme on va le voir. Des commentaires, des questions? Alors, là, en fait, ça doit aussi porter sur l'utilisation efficace et en fait, on va parler de l'efficacité et de l'efficience des ressources, de l'utilisation efficace et efficiente des ressources. C'est extrêmement important. Quand on parle de la mesure de performance, c'est vraiment au niveau de l'efficacité, au niveau de l'efficience. Quand on parle de l'efficacité, on parle de programme. Est-ce que les programmes correspondent aux besoins réels des gens? Quel est l'impact réel, disons, des programmes? Alors que l'efficience, c'est beaucoup plus au niveau des coûts. Disons, quand vous dépensez beaucoup. Dernièrement, j'avais écouté, en fait, il y avait des commentaires sur l'association, la Fondation de cancer, qui dépensait plus pour lever des fonds, etc. Et on a constaté à un certain moment que ne dépensait pas, disons, beaucoup d'argent ni dans des proportions des dons sur la recherche, alors que les gens qui font des dons, ils pensent dans leur tête, ils donnent pour pouvoir avancer la recherche.
Mais c'est dans ce contexte-là que vous voyez que ce n'est pas toujours évident. Parce que quand vous voulez vraiment de l'expertise, il faut pouvoir payer, etc. Mais il faut absolument veiller sur l'utilisation efficace et efficiente des ressources très limitées par ailleurs. J'ai parlé de la concurrence acharnée entre les OSBL au niveau de recrutement des gens, des bénévoles, mais aussi de la collecte des fonds. C'est pour cette raison qu'il faut absolument veiller en tant que directeur, en tant que leader d'un organisme éducatif, de veiller à ce que l'utilisation des ressources limitées soit efficace et efficiente, tout en gardant à l'esprit la mission. Parce que quand vous regardez les organismes éducatifs actuellement, ils courent là où il y a l'argent. Et des fois, je me demande, alors vous allez chercher l'argent là-bas, il y a quelqu'un qui va offrir de l'argent, est-ce que ça correspond à votre mission? Parce que les organismes éducatifs devaient s'asseoir et puis dire, non, j'accepte pas votre argent parce que ça correspond. Si on vous demande de faire, on vous exige de faire quelque chose qui ne correspond pas à votre mission, absolument, vous ne devez pas accepter cet argent. Mais malheureusement, actuellement, les organismes ont besoin d'argent et puis ils luttent pour le suivi et puis ils courent là où il y a l'argent. C'est vraiment, comme je l'ai dit, le développement, le choix des indicateurs est déterminant. Et comme je l'ai dit, chaque organisme éducatif est unique. Comment? C'est à partir de la mission. Tout part de la mission. Dès que votre mission est vraiment spécifique, dès que votre mission est compréhensible, parce qu'à la fin, vous n'allez pas le faire seul. Si vous n'avez pas d'employés, vous allez avoir des bénévoles. Il faut que les gens comprennent la mission, c'est la base de tout. Il faut qu'elle soit spécifique, qu'elle soit facile à comprendre et qu'elle soit finalement réalisable. Il faut que la vision aussi soit en sens et puis qu'elle soit aussi compréhensible. Alors, c'est là où se trouvent les grandes difficultés de développer des indicateurs de performance pour les organismes éducatifs. Alors, comme je l'ai dit, les indicateurs financiers sont importants mais pas suffisants. Si vous avez une mission vague, difficile à comprendre et à réaliser, vous n'êtes pas absolument pas alors à mesure de pouvoir réussir. Parce que tout part de la mission. Il faut qu'elle soit facile à comprendre, il faut qu'elle soit réalisable, et puis la vision aussi doit être compréhensible. Et comme ça, les partenaires, les intervenants, ça sera facile pour les bénévoles, pour le personnel, mais aussi pour les intervenants. Quand vous demandez de l'argent, vous expliquez votre mission, ça vous prend très peu de temps parce que les gens vont comprendre avant que vous ne leur expliquiez. Si c'est vague, si c'est difficile à comprendre, gardez à l'esprit la concurrence acharnée au niveau des ressources, les fonds, mais aussi les bénévoles. Il faut que les gens comprennent absolument votre mission. Alors, si vous avez une vision vague, c'est aussi la même chose. Mais la plupart des organismes éducatifs, ils ont des objectifs mal définis, et puis, ou alors de très nombreux objectifs. Et puis, ça devient difficile quand vous venez me voir. Est-ce que Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez me faire un don? Entre-temps, il y a quelqu'un d'autre. Gardez à l'esprit la concurrence. Il y a quelqu'un d'autre qui a dépensé du temps pour définir bien la mission, pour avoir une vision compréhensible et aussi avoir des objectifs clairs et puis très spécifiques. Je préfère faire un don à cette personne-là plutôt que donner de l'argent sans savoir où ça va finir. Alors, l'autre mission, en fait, difficulté de développer des indicateurs, comme je l'ai dit, c'est vraiment des services intangibles. Alors, vous avez un psychologue, il est vraiment où il est dévoué à la cause d'aider les gens vulnérables, etc., et puis les immigrants, ou toutes sortes de clientèles. C'est des gens dans le besoin, et puis elle va passer, du temps à leur, à donner des conseils. Les gens vont certainement, la plupart des gens, vont profiter de ces conseils sans sortir. Mais comment est-ce qu'on va déterminer un indicateur qui va réellement vous donner l'impact réel de votre intervention dans la communauté? C'est faisable, mais il faut s'asseoir, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul en tant qu'organisme administratif. Si vous n'êtes pas vraiment au courant des ressources disponibles, il y a énormément de ressources pour pouvoir vous aider à comprendre comment évaluer la performance, la planification stratégique, et puis c'est gratuit. La plupart des ressources sont gratuites. On peut s'auto-éduquer soi-même, mais il y a aussi le gouvernement de l'Alberta qui a des spécialistes qui peuvent aider
les organismes sans but lucratif à comprendre et apprendre sur le leadership, la gouvernance et puis la planification au niveau des organismes. N'hésitez pas à utiliser ces ressources. Des commentaires? Des questions? Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ça sera certainement un autre sujet ou une autre possibilité de pouvoir discuter des phases, comment développer les indicateurs de performance. Encore une fois, c'est extrêmement déterminant. Parce que si vous vous trompez sur la fête des indicateurs, vous n'êtes pas à mesure, disons, de mesurer l'impact réel de vos programmes, de vos services sur la communauté. Parce que vous utilisez, j'ai donné un exemple, accès à emploi, je peux donner l'exemple des autres organisations d'ici dans la communauté. Là, le centre d'accueil, combien de gens ils voient, ils rencontrent chaque année? C'est vraiment important parce que j'imagine que leurs bailleurs ont besoin de voir qu'ils aident beaucoup de gens, surtout les francophones, à communiquer en français, mais c'est pas suffisant. Voir les gens les communiquer en français, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait d'autres indicateurs qui montrent réellement l'impact de leur accueil sur les gens qu'ils ont aidés. Parce que si j'imagine que, par exemple, le centre d'accueil, ils ne sont pas nécessairement de fournir tous les services, mais ils doivent absolument être à mesure de nouer des contacts, des liens avec des partenaires qui peuvent aider leurs clients. Vous allez les voir, vous leur dites, moi je suis nouveau ici, je ne parle pas anglais, alors on va s'entendre, on est dans la communauté francophone, mais si vous voulez réussir vraiment, la communauté francophone n'est pas assez large pour vous permettre d'avoir une clientèle assez large pour pouvoir réussir. Il faut aller chercher une clientèle anglophone. Pour cela, il faut vraiment être bilingue, il faut apprendre l'anglais. Alors, là où le centre d'accueil va jouer, les services qu'ils ne sont pas capables d'offrir, ils vont nouer des relations avec d'autres services partenaires et puis recommander leurs clients à ces services-là. Et puis faire le suivi, déterminer si vraiment les gens qu'ils ont aidés ont pu, disons, s'en sortir. Alors, ici, j'ai donné en fait les 4 phases de processus de mesure de la performance. C'est un processus qui a été développé par l'Association des comptables professionnels agréés du Canada. Si vous voulez, vous pouvez parler à Mika après la session. Je peux vous envoyer par exemple des ressources assez très intéressantes, pour pouvoir vous former si vous voulez apprendre plus sur la mesure des indicateurs de performance. Alors, comme vous le voyez ici sur la phase IN, la mission, c'est la raison d'être de tout organisme sans but lucratif. Et puis, il y a la vision et la stratégie. Et rappelez-vous, on a parlé, disons, de la mesure de rendement comme le lien entre la stratégie et le rendement. Donc, si vous n'êtes pas à mesure, encore une fois, si vous n'êtes pas à mesure de mesurer, il est fort possible que vous ne soyez pas capable disons, de gérer. Vous allez certainement gérer, mais ça ne sera pas de manière optimale. Et puis, il y a la détermination de la proposition de la valeur pour l'utilisateur. Là, ça serait intéressant probablement dans le futur de pouvoir développer un autre webinaire sur le modèle d'entreprise Canvas, Business Model Canvas. Ça, c'est extrêmement important. Ça vous donne un tableau comme ça qui vous montre en fait les interactions. Au lieu d'avoir un plan d'affaires de 25 pages, vous avez en fait un tableau de bord sur une seule page qui vous permet absolument d'avoir en fait la proposition de la valeur pour votre utilisateur, bénéficiaire, pour avoir les intervenants, etc. Encore une fois, la distinction entre les organismes lucratifs et les entreprises à profit, la différence est très criante ici. Pourquoi? Parce qu'au niveau des OSBL, il y a beaucoup d'intervenants avec des attentes variées et parfois divergentes. Ça devient un peu difficile de pouvoir déterminer, d'élaborer un modèle en fait Canvas pour une entreprise sociale ou un organisme lucratif, alors que pour une entreprise, c'est assez évident. Donc, ça sera probablement une autre session. Alors, la première phase, ça sera aussi d'assurer un équilibre entre l'efficience et l'efficacité. Alors, encore une fois, l'efficacité, c'est au niveau de l'impact. Est-ce que vous offrez des programmes
qui répondent aux besoins réels. Quel est l'impact réel de vos services ou de vos programmes sur la communauté et les besoins des gens? Alors que l'efficience, c'est vraiment l'utilisation efficiente des ressources, disons par rapport, on parle de coûts ici. Alors, la deuxième phase, ça sera la grille stratégique, indiquer la mission prépondérante, choisir ou confirmer la proposition de la valeur. Là, ça part de la première colonne, en fait. Déterminer la présentation de la grille. Ce tableau-ci, ça se trouve dans un guide qui a été développé par l'Association des comptables agréés, professionnels agréés du Canada. Je peux partager si vous n'avez pas encore lu ça. C'est vraiment assez intéressant. Ça peut certainement vous aider au niveau de la compréhension de la mesure de rendement pour les organismes éducatifs. Mais j'ai aussi d'autres ressources. N'hésitez pas à venir me voir ou communiquer avec moi si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est le moment pour faire des commentaires, des questions. Sinon, je vais vous remercier, Milka, remercier à tout le monde qui a participé à cette session. Donc, si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin de conseils, je suis normalement spécialisé en création d'entreprises à profit. Mais comme moi, j'ai moi-même commencé à démarrer un organisme éducatif international à partir de rien, alors que je ne connaissais personne ici. On a obtenu le statut d'ONG internationale, puis on a fait de l'expansion ici. Je pense que j'ai fini par me spécialiser dedans. Donc, et puis c'est une passion pour moi. N'hésitez pas à me contacter, ça sera vraiment avec plaisir. Oui, vous pouvez venir me voir à Business Link, vous pouvez m'appeler ou là vous pouvez m'envoyer un courrier, ça sera toujours un plaisir. Donc, merci Jean-Jacques, c'était très pertinent et très intéressant. On a une première question. La personne aimerait savoir comment savoir que les indicateurs de rendement sont bons dès le départ. Est-ce qu'il y a un mécanisme d'identification qu'on peut utiliser? Alors, d'abord, il y a vraiment l'apprentissage. Je ne sais pas, la plupart, bon, comme moi, quand j'ai démarré, j'ai initié l'organisme éducatif que j'ai commencé en 2009, j'étais pas vraiment, j'étais pas expert du tout. Et puis, comme la plupart d'organismes éducatifs, j'avais des difficultés à mobiliser les ressources parce que vous avez un organisme qui travaille en Afrique, au Burundi, un pays que les Canadiens ne connaissent pas nécessairement. Et ça devient très difficile. Alors, j'ai dû apprendre. L'apprentissage est extrêmement important. Il faut lire. Dépendamment de votre position dans l'organisme, il faut absolument, je le dis toujours à mes clients, c'est bon de poser des questions, c'est bon de me faire confiance, mais il vous faut absolument avoir une compréhension de base, des concepts de base. Sinon, il y a un risque que vous posiez des questions qui ne sont pas adéquates et par conséquent, vous n'allez pas avoir des questions, etc. Alors, il faut absolument lire, il faut demander des conseils, mais en plus, et surtout, il faut utiliser les gens autour de vous. Parce qu'on a beau être un très bon dirigeant, directeur général, mais vous avez des employés, vous avez des collègues, vous avez des bénévoles. C'est pour cela qu'on organise en fait des sessions de brainstorming pour pouvoir écouter les idées. Normalement, quand vous avez une mission, la première chose au niveau de la session stratégique, ça sera de demander aux participants si vraiment la mission correspond absolument à ce que vous faites. Ils vont absolument vous donner des idées, etc. Et à la fin de la session, il se pourrait que vous gardiez la même mission ou alors que vous la changiez ou alors vous l'adaptiez pour qu'elle réponde aux besoins réels, à la mission réelle. Et ça part de là. L'apprentissage, les conseils, et puis utiliser vos partenaires, les gens, les collègues, et puis les bénévoles, etc. au niveau de la session stratégique. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires pour Jean-Jacques? Donc, une personne qui vous remercie, qui vous dit bonne information, merci beaucoup. Je suis en train de compléter ma planification stratégique et la mesure de la performance. Vous m'avez beaucoup convaincu et nous sommes sur la bonne voie. Merci beaucoup, c'est très gentil. Une personne qui aimerait savoir, est-ce que tous les types d'OSBL doivent se doter d'une planification stratégique? Je pense par exemple des associations culturelles des communautés. Alors,
Ça, c'est les gens qui créent des entreprises ou des OSPL me posent la question, est-ce qu'on doit avoir un plan d'affaires? C'est vraiment le plan d'affaires, le plan stratégique, c'est vraiment, c'est comme une carte routière. J'ai donné l'exemple de conduire à Calgary ou à Fort Mac. Vous pouvez aller n'importe où sans avoir jamais été là. La chance que vous allez vous y rendre, mais ça va vous prendre énormément de temps. Pour moi, il n'y a aucune organisation qui devrait exister sans carte routière, sans plan stratégique. Parce qu'il est absolument impossible de pouvoir mesurer. Parce qu'après, les indicateurs de performance, c'est absolument dans le plan stratégique. Et puis, on a parlé d'un processus itératif qui n'est pas figé, qu'il faut revoir chaque année. Parce que des fois, vous avez un financement limité, le gouvernement peut décider de couper un financement, ou alors vous pouvez avoir d'autres ressources. Il faut absolument, c'est extrêmement important. Pour moi, toute organisation doit avoir un plan stratégique. Mais ce n'est pas suffisant. Le plus souvent, beaucoup d'organismes applicatifs ont des plans stratégiques, mais ils sont classés dans les tiroirs. Un plan stratégique n'est intéressant que quand il est mis en application, mis en œuvre. Et ça, c'est un autre défi. C'est un autre sujet qu'on peut parler, la mise en application. Et encore une fois, ça part de la mission. La mission doit être spécifique, doit être compréhensible, et doit être réalisable. Et à partir de là, les actions stratégiques, les objectifs stratégiques seront absolument atteignables. Donc, pour répondre à votre question, il faut absolument avoir un plan. OK, merci. D'autres questions pour Jean-Jacques? Donc, parfait. Je vais bientôt mettre fin à la formation. Donc, n'hésitez pas entre-temps si jamais il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit. Merci d'avoir participé. Et cette formation sera disponible sur notre chaîne YouTube au courant des prochains jours. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez nous écrire à webinaire@commercial.cfa.b.ca. Et la personne suit, oui, mais une grande majorité de ces associations n'ont pas accès aux subventions et s'autofinancent très difficilement par des cotisations et quelques activités. Dans ce cas, quelle serait la meilleure façon pour eux? Vous êtes comme un entrepreneur qui vient me voir et j'en entends souvent qui me dit j'ai des ressources limitées, puis je ne peux pas. Alors, ça, c'est vraiment la difficulté. Et croyez-moi, je le dis toujours, vous avez beau être un bon conseiller, si vous n'êtes pas à mesure de vous mettre dans les chaussures, de vous asseoir dans la chaise de votre client, vous ne serez jamais un excellent conseiller. Je sais de quoi vous parlez. J'ai démarré une ONG sans rien du tout. Actuellement, c'est intéressant de voir que nous avons des bénévoles avocats qui ont un temps extrêmement limité. Il suffit vraiment, ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre du temps de commencer l'organisme et disons, de le rendre là où les gens et d'autres organismes peuvent vous faire confiance. Et à partir de ce moment-là, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi des informations, c'est aussi des bénévoles qui sont capables de donner. Les gens connaissent par exemple Alain Bertrand dans la communauté. Lui, il nous a donné gratuitement une session stratégique et puis il a produit un plan stratégique pour nous. C'est pas seulement l'argent. Il y a des dons en nature qui peuvent vous permettre à réaliser ce qu'on ne peut pas. Mais encore une fois, il faut rendre l'organisme là où les gens peuvent vous faire confiance, lui faire confiance. Parce que les gens, les Canadiens, les Albertains, les Canadiens m'ont absolument, c'est extraordinaire. Ils sont toujours prêts à donner de l'argent, à donner leur temps, du moment qu'ils savent qu'ils vont être récompensés, ils seront satisfaits, non pas en argent, mais par rapport à l'atteinte de vos objectifs. Encore une fois, ça part de votre mission. D'où l'importance de la planification. Oui, absolument. Ouais. Une autre question. Oui. Pour les organismes avec des ressources limitées, quelle est la longueur maximale? J'imagine. Vous voulez dire le nombre de pages? Oui. Vous savez, il faut vraiment vous rendre à l'évidence. Nous sommes dans une société qui, ça court ou ça vole, on n'a pas de temps. Il faut, du moment, moi je dis toujours à mes clients, il faut absolument que les informations essentielles soient là,
personne ne va vous dire qu'il faut développer. Il faut que ça soit long, disons, assez long pour contenir les informations, mais il ne faut pas que ça soit très long parce que les gens n'ont pas de temps. Encore une fois, je vous encourage énormément à, disons, vous pouvez communiquer avec moi au niveau du modèle d'entreprise Canvas. Le modèle Canvas va vous donner un tableau de bord sur une page qui va vous donner tous les éléments dont vous avez besoin. Et c'est une page que vous allez avoir sur le mur de votre bureau ou sur votre frigo et qui va vous permettre, sans avoir 25 pages. Mais quand vous allez communiquer par rapport aux intervenants, il faut absolument avoir quelque chose d'assez long qui contient les informations essentielles. Alors, je vais certainement dire probablement, si vous me demandez le nombre de pages, ça sera probablement entre 15, maximum de 20, mais ça peut être aussi moins que ça, à condition que les informations essentielles soient dedans. Parfait. Donc, est-ce que ça répond à vos questions? D'accord. La personne veut juste, en fait, clarifier sa question. Est-ce que la planification stratégique d'une association sans ressources doit être pour une année ou plusieurs années selon les ressources ou cela n'a pas d'importance? En fait, il y a ce qu'on appelle un plan opérationnel. Un plan opérationnel, ça sera pour une année. Mais au niveau de la planification stratégique, je conseille aux clients, aux gens, de faire minimum 3 ans. La plupart vont jusqu'à 5 ans, tout en sachant que d'une année à 5 ans, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est pour cette raison que si vous planifiez sur 3 ans, sur 5 ans, c'est pour cette raison que la direction doit avoir un plan opérationnel sur une année. Comme ça sera facile en fait de mettre à jour. Encore une fois, c'est un processus itératif, c'est pas figé. C'est pour cela que la direction doit absolument avoir un plan opérationnel. On parle d'une année, mais le plan stratégique en soi, je vais dire, ça va être au moins 3 ans ou alors 5 ans. Parfait. Dans ce cas, est-ce que c'est mieux d'établir une longueur égale au mandat des membres du CA? Alors, là, j'imagine que vous introduisez en fait une autre notion, la notion de, comment j'appelle ça, de succession. Souvenez-vous, les membres du conseil d'administration, il faut absolument qu'il y ait de la continuité dans l'organisme. Parce que si les membres du conseil d'administration quittent et puis qu'il y a un vide, c'est pas intéressant du tout. Il faut absolument qu'il y ait une suite logique, que les gens qui quittent, en fait, laissent en fait des informations pour le nouveau conseil. Non, ça ne doit pas correspondre à 2 ans. Parce que la plupart des membres du conseil d'administration, ils ont un mandat d'une année, ou alors 2 ans ou 3 ans, mais ça ne doit pas influencer le plan stratégique. Et puis, les membres du conseil d'administration peuvent même quitter même avant leur fin de mandat. Il faut que ça soit continu, qu'il y ait une suite logique, et que par conséquent, il y ait vraiment un plan de succession. C'est extrêmement important. Donc, un petit instant pour d'autres questions et après, je vais mettre fin à la formation. Est-ce que les membres de l'organisme, hormis les membres du CA, devraient participer dans la planification stratégique? Oh, certainement. En fait, le rôle, ça c'est aussi, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Il y a certainement beaucoup de ressources. Si vous aimez, vous ne pourrez jamais réussir, que ce soit une entreprise ou un organisme lucratif, si vous n'avez pas de temps à investir pour apprendre. Il y a beaucoup de ressources gratuites pour pouvoir vous aider. On ne va pas planifier en mettant de côté vos collègues, les bénévoles, etc. Parce que c'est qui va participer à la mise en œuvre de ça? C'est eux, non, n'est-ce pas? Il faut absolument, normalement, vous pouvez choisir des gens. Vous n'êtes pas obligé disons, d'impliquer tout le monde dans le processus, mais il faut au moins qu'il y ait, par exemple, les chefs, les superviseurs, etc. Ça dépend. Ça dépend, comme je l'ai dit, chaque organisme est unique, et puis ça dépend de la direction. Mais si vous avez, par exemple, plus de 20 personnes, etc., il peut y avoir des sessions séparées, mais au moins la session principale, il faut que chaque département soit au moins présenté. Mais en fait, l'objectif essentiel, c'est que tout le monde soit impliqué au niveau de la... qui doit être impliqué dans la mise en œuvre, soit impliqué d'une manière directe ou indirecte. C'est extrêmement important.
Parfait. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci encore une fois à Jean-Jacques. Merci pour vos questions. Et je vous revois à la prochaine. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à communiquer avec nous par le courriel webinaire à commercialacfa.ab.ca ou via les coordonnées que Jean-Jacques vous a fournies un peu plus tôt. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Donc, je vous dis à la prochaine et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.